Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan et des membres du gouvernement ont visité le site en construction de Brassivois de PK24 et sont allés apprécier l'état d'avancement des travaux de construction de cette usine. Dans ce journal, nous allons parler de la 5e édition du Salon de l'orientation en vue d'aider les élèves à opérer un bon choix. Après le baccalauréat, le thème choisi cette année est réussir son orientation. Pour ce faire, il faut choisir juste et utile. Les électeurs sud-africains attendent ce jeudi les résultats définitifs des élections municipales de la veille, un scrutin où le parti au pouvoir, l'ANC, et selon les premiers résultats, a perdu plusieurs grandes villes du pays, mais dans les provinces, ce parti politique est toujours en tête. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Lors de ce conseil, l'on a fait entre autres le point de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole avec 1 200 000 emplois créés de 2012 à 2015. Le point du plan de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Des grossesses en milieu scolaire qui ont connu une baisse de 25% sur les 2 dernières années grâce au plan de lutte engagé par le gouvernement ivoirien. Traoré Mahama Awatouré. Lancé en février 2014 par le gouvernement, le plan d'élimination des grossesses en milieu scolaire porte aujourd'hui ses fruits. 3 828 cas de grossesse enregistrés en 2015 contre 5 073 en 2013, soit une baisse de 25% de ce phénomène, obstacle à la scolarisation des jeunes filles. Le gouvernement entend maintenir le cap. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts de construction de collèges de proximité, de lycées de jeunes filles, ainsi que l'extension des cantines scolaires à l'enseignement secondaire en vue de réduire significativement la vulnérabilité des jeunes filles scolarisées. Il faut dire aussi qu'une attention particulière continuera d'être accordée à certaines régions du pays, notamment celles de Bandoukou, de Daloa, de Yamoussoukro et d'Abidjan, où une persistance du fléau est notée. Autre bilan dressé au cours de ce conseil, celui du PENIA, Programme national d'investissement agricole. Sur la période 2012-2015, ce programme a favorisé la création de 1 272 722 emplois directs et généré 5 662 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. Pour consolider ce bilan, l'exécutif ivoirien vient d'adopter une série de mesures. Le Conseil a donné son accord en vue de la mise en œuvre des mesures urgentes et des projets structurants, notamment la mise à la disposition de l'ONDR de 4 000 tonnes de semences de riz, l'appui à la production et à la mise sur le marché des produits maraîchers, du manioc, de la banane plantain, de l'igname, ainsi qu'une plateforme de commercialisation entre les producteurs, les transformateurs, les commerçants des produits, du manioc, des autres produits d'ailleurs aussi. Bonne nouvelle pour les usagers de la route. Le Conseil des ministres a approuvé la mise en œuvre du Programme national de développement routier 2016-2025. Coût de ce programme, 3 360 milliards de francs CFA. Le Programme national de développement routier 2016-2025 a pour ambition la préservation du réseau bitumé existant, la remise à niveau et la poursuite de l'entretien du réseau de routes non revêtues, la poursuite du bitumage du réseau structurant ainsi que le développement du réseau autoroutier. Le programme prévoit un renforcement et une extension des voiries urbaines de la ville d'Abidjan ainsi que la construction de grands ouvrages d'art. Pour les villes de l'intérieur du pays, il est également prévu une extension du revêtement pour les chefs-lieux de district, pour les chefs-lieux de région et pour les chefs-lieux de département, avec dans chaque cas un kilométrage précis à bitumer. Au chapitre des projets de loi, le gouvernement a autorisé le président de la République à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé en novembre 2008. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi portant nouveau régime juridique de la presse.
Ce projet vise à adapter le cadre juridique de la presse aux exigences actuelles liées à l'évolution du secteur. Il prend en particulier en compte les nouveaux médias, notamment ceux utilisant les technologies de l'information et de la communication, la diffusion par Internet, les réseaux téléphoniques, etc. Ce nouveau dispositif, par ailleurs, assouplit les conditions de création de l'entreprise de presse en Côte d'Ivoire et renforce la liberté de presse dans notre pays. Il exclut notamment la peine d'emprisonnement pour des faits qualifiés de délit de presse. Il prévoit notamment l'exclusion de la garde à vue et il prévoit également l'exclusion de la détention préventive quand il s'agit, je le précise bien, de délit de presse. Après plusieurs concertations entre l'État et les industriels, la phase de sensibilisation et de répression en vue du respect de la mesure d'interdiction des sachets devrait bientôt entrer dans sa phase active. Autre annonce faite à l'issue du Conseil des ministres, dont la prochaine réunion est annoncée pour le 31 août. Premier grand titre de cette édition, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement ont visité ce mardi le site en construction de Brassivois de PK24. Ils sont allés apprécier l'état d'avancement des travaux de construction de cette usine. Et c'était en présence de notre reporter Wilfried Herman Djivé. Autoroute du Nord, zone industrielle, PK24, une usine sort progressivement de terre. Spécialisée dans la brasserie, elle accueille un invité de marque, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement, accompagné du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Une visite pour s'imprégner de l'avancée des travaux de l'usine appartenant à un géant néerlandais de la brasserie qui a choisi de poser ses valises en Côte d'Ivoire. L'entreprise porte de grandes ambitions. Malgré quelques challenges, nous sommes toujours sur le planning initial. On travaille actuellement avec 700 personnes ici sur le site et on a toujours prévu d'être opérationnel début 2017. Il nous faut plus ou moins 5 à 6 mois de tester nos installations, nos équipements. Nous embarquons avec la délégation officielle à bord d'un mini-car pour une visite guidée de l'usine en construction. Des cuves gigantesques nous offrent leur profil. Caterpillar et ouvriers sont en mouvement. Les moteurs tournent à profusion. C'est le 330e jour de travail sans arrêt sur le chantier. Un satisfecit pour le Premier ministre et sa délégation. 700 personnes déjà mobilisées sur le site en construction. Une usine qui contribuera certainement à la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. Autre information dans cette édition, l'ex-ministre Kadesh Bertin et Kakoubrou Dikabé, sous-directeur de la garde côtière, des cadres proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, rentré d'exil, ont reçu hier mercredi des mains du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Abinan Pascal, des documents relatifs à leur réintégration dans les effectifs de la fonction publique ivoirienne. Sylvie Touré. Un précieux sésame qui ouvre à nouveau les portes de la fonction publique à l'ex-ministre Bertin Kadé ainsi qu'à l'ex-sous-directeur de la garde côtière Kakoubrou. Ils pourront reprendre la craie pour l'un en sa qualité d'enseignant-chercheur avec en sus ses avantages d'ancien ministre et pour l'autre son galon d'officier de la police maritime seulement un mois après leur retour d'exil. Cela traduit effectivement que le processus de la réconciliation nationale est en marche et est une réalité. Je voudrais exprimer ma grande joie aujourd'hui de me voir au niveau de mon ministère en tant que lieutenant-colonel qui bientôt va prendre fonction et servir son pays en toute humilité, dans un esprit républicain et de façon loyale. La nouvelle est bonne. Et ce sont les ex-exilés qui en apprécient mieux la portée. Ce sont toutes ces actions qui participent de la cohésion nationale. Et c'est pourquoi, à cet instant précis, je voudrais lancer un appel solennel à tous ceux de nos camarades, à tous les Ivoiriens, qui aujourd'hui sont encore en exil. C'est ici notre pays. C'est ici que nous devons nous développer.
pour faire progresser notre pays. Je sais qu'il y a eu des problèmes et qu'il y en a encore. Mais si nous sommes ici, nous pouvons chercher à négocier pour que ces problèmes-là soient réglés. Bertin Kadé et Kakoubrou ne sont pas des exceptions, encore moins des privilégiés. La mesure concerne tous les fonctionnaires qui avaient fui le pays à l'occasion de la crise post-électorale, ont précisé les représentants du gouvernement. Bon, le président de la République nous a donné des instructions pour qu'on les réintègre, tous. Quand on revient d'exil, on ne va pas en prison, au contraire, on reprend le chemin du travail. Il y a 2 semaines, il y avait plus de 100 personnes qui avaient leurs documents de réintégration sur le bureau de M. le ministre de la fonction publique qui devaient les signer. Aujourd'hui, nous remettons symboliquement à ces 2 personnes en tant que figure emblématique. Ça va continuer, ça a commencé avant et ça continue. Un message qui sonne comme un appel de la patrie à ces enfants encore réticents à s'engager sur le chemin du retour. Sur les 300 000 personnes qui avaient fui le pays en 2011, il en reste environ 45 000, dont 21 000 au Libéria, 11 500 au Ghana, 2 500 au Togo et 7 300 en Guinée. Et nous vous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique le dimanche 7 août 2016, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 8 août 2016, le lendemain de la fête nationale, est déclaré également jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. La ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, a échangé à son cabinet avec des professionnels de la presse en ligne. Elle a demandé aux professionnels de ce secteur de s'unir pour mieux défendre leurs intérêts. Issaye Ochono, Adama Kodé. Des journalistes de la presse en ligne et des blogueurs au ministère de la Communication. La ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, a bouclé ses rencontres avec la presse en échangeant avec 4 associations. Au menu des échanges, les difficultés et la régulation au niveau de ce nouveau média. Aujourd'hui, on parle de soutien de l'État. L'État ne peut pas venir nous soutenir dans l'informel. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit déclaré, il faut qu'on soit sous l'égide d'une entreprise dûment déclarée aux impôts de Côte d'Ivoire. Elle a parlé de régulation, de législation. C'est également important. La presse en ligne, du fait de sa spécificité, échappe au contrôle des instances de régulation. La ministre de la Communication affiche la volonté du gouvernement d'organiser le secteur et de le rendre viable. Je pense que nous pouvons trouver des solutions dans un premier temps en tenant compte de leur existence par rapport à la constitution d'une société, à leur hébergement ici en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, nous sommes en train de réfléchir à comment nous pouvons éventuellement faire pour les blogueurs. Si les blogueurs peuvent ne serait-ce que respecter une charte d'éthique et de déontologie qui n'est pas liée à la profession de journaliste, puisque de fait, ils ne sont pas journalistes. La ministre Foussiata Bamba Lamine a ajouté que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin que la presse en ligne figure en bonne place dans la loi sur la presse dont la révision est prévue avant la fin de l'année. 8 lauréats ont été récompensés hier mercredi lors de la 2e édition du prix d'excellence évaluation d'or 2016, une initiative de l'organisation non gouvernementale, initiative ivoirienne pour l'évaluation. Son objectif, faire émerger les innovations en matière d'évaluation. Juliette Ouéa. Le métier d'expert en évaluation est encore méconnu du grand public. En Côte d'Ivoire, ils sont au nombre de 50. Oui, l'évaluation, c'est d'abord une analyse d'une situation, faire, n'est-ce pas, des recommandations, et puis voir dans quelle mesure ces recommandations peuvent être mises en œuvre pour améliorer, n'est-ce pas, la situation. Par exemple, lorsqu'on prend un projet, généralement en Côte d'Ivoire, les projets de développement, c'est sur 5 ans. Il y a des évaluations, n'est-ce pas, à mi-parcours, c'est une photographie, disons, à mi-parcours du projet, également aussi à la fin du projet. Et donc, l'évaluateur arrive pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les leçons qu'on peut tirer
et comment, n'est-ce pas, améliorer ce projet. C'est donc pour faire la promotion de cette corporation que l'initiative ivoirienne pour l'évaluation a initié le prix d'excellence Évaluation Or depuis 2015. 4 catégories sont concernées, notamment les travaux de recherche, l'innovation technologique, les mémoires et thèses et enfin les projets porteurs. Pour l'édition 2016, 8 lauréats, dont 2 femmes et 6 hommes, ont été récompensés ce mercredi 3 août. J'ai travaillé sur les déterminants socioculturels et individuels des conflits fonciers en milieu rural, notamment dans le département d'Issia. L'objectif, c'est de connaître l'explication des conflits fonciers sur le plan socioculturel et individuel. 2 prix spéciaux ont également été attribués à 2 personnalités. La ministre de la Promotion de la Femme, Euphrasie Yao, récompensée pour ses actions au sein de son département, et le ministre Théophile Awaoundoli pour avoir contribué à l'élaboration du Plan national de développement 2016-2020. Parlons maintenant de la 5e édition du Salon de l'orientation en vue d'aider les élèves à opérer un bon choix après le baccalauréat. Le thème choisi cette année a réussi son orientation. Pour ce faire, il faut choisir juste et utile. Aurélia Drukula, Grascando. Quelques jours après la proclamation des résultats du baccalauréat, Jean, nouveau bachelier, n'a pas encore de visibilité sur le choix de sa filière. Je viens d'avoir le bac D avec 233 points. Il y a tellement de filières d'options. Pour le moment, je suis embrouillé, je ne sais pas quoi faire. Pour répondre justement à ces préoccupations, un salon de l'orientation a été initié en vue d'aider les élèves à opérer un choix judicieux. Le jeune qui s'oriente doit pouvoir trouver une orientation qui corresponde à ses compétences, à ses aptitudes, mais en même temps une orientation qui puisse correspondre également aux besoins du marché de l'emploi. Voilà, donc c'est un salon qui leur permet d'avoir les informations sur toutes les filières de formation disponibles après le bac, après les études supérieures également, quel que soit le cycle, mais aussi d'avoir des informations sur les différents métiers disponibles après ces formations-là. 3 jours pour informer et guider les élèves, 20 000 visiteurs attendus et 49 établissements exposants. Tout ceci pour permettre aux élèves de prendre la bonne décision. Je suis venue juste pour me faire orienter avec les inspecteurs d'orientation. En tout cas, ils ont dit que c'est comme j'ai fait un bac technique, G2, donc c'est mieux de continuer en comptabilité. Là, ça va plus être avantageux à mon égard. L'objectif d'un parent, ce n'est pas de forcer ses enfants. Il faut leur permettre elles-mêmes de choisir d'abord leur bien sûr, formation. Et le parent vient en appui pour leur dire est-ce que c'est une bonne opportunité ou pas. Et on va ouvrir le débat avec la maman à la maison et tout. Et nous allons en fin de compte décider. Le salon de l'orientation est à sa 5e édition. Il vise élèves, étudiants et stagiaires. Commémorée chaque année, le 16 juin, la journée de l'enfant africain a été célébrée cette fois hier, mercredi, au village d'Anono, dans la commune de Cocody, par la direction régionale Lagune 2 du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette célébration s'est tenue autour du thème « Luttons contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur de l'artisanat ». Vénance Emmanuamien. Tiens, maman, que ça vous venez me mal à l'école, non? Tiens, que vous venez me maltraiter ici. On t'aide pas là-bas. Un sketch présenté par des enfants à Nono Village. Ils dénoncent à travers cette prestation les exploitations dont sont victimes certains enfants en Côte d'Ivoire. Et cette pièce est aussi une interpellation des populations à s'engager dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Les pires formes de travail des enfants sont les travaux qui constituent des dangers pour l'enfant. En ce sens que ces travaux sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Luttons contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur de l'artisanat. Notre responsabilité collective. C'est le thème choisi en Côte d'Ivoire pour la célébration de la journée de l'enfant africain qui se tient ce 3 août au lieu du 16 juin, la date officielle de la commémoration. La journée de l'enfant africain est mondiale. C'est une journée qui a été initiée par la communauté internationale par rapport à des jeunes enfants en Afrique du Sud qui ont marché pour revendiquer leurs droits et qui ont été vraiment tués.
Cette journée est donc l'occasion pour la communauté internationale de jeter un regard sur la situation des enfants dans le monde et de mener des actions afin de les sortir des difficultés. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes, du Service civique a lancé lundi dernier à Yamoussoukro l'édition 2016 de la caravane Jeunesse Saine. Protège-toi. Cette caravane vise à contribuer à la réduction et à l'élimination de la propagation des IST-VIH-Sida, des grossesses à risque non désirées et des violences basées sur le genre. Plus de détails avec Koné Pargasoro. Plus de 68% des adolescents et des jeunes filles ont leur premier rapport avant 18 ans. 50% des filles contractent une grossesse avant l'âge de 19 ans. Et les 2 tiers des nouvelles infections à VIH se comptabilisent chez les adolescents. On note également plus de 38% de mutilations génitales féminines, ainsi que la persistance du phénomène des jeunes filles mères. Une situation qui préoccupe le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le ministre Sidi Touré lance l'édition 2016 de la caravane Jeunesse Saine, Protège-toi, avec pour objectif de contribuer à la réduction et à l'élimination de la propagation des IST-VIH-Sida, des grossesses à risque non désirées, des violences basées sur le genre et les conduites addictives en lien avec la toxicomanie chez les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. L'intérêt de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de préserver son environnement en matière de sécurité, mais surtout de civisme. Parce que quand ils cassent, c'est au détriment de leur épanouissement. Parce que les ressources que l'État doit mettre à leur disposition pour leur donner du travail, pour leur donner le cadre d'épanouissement, est réinvesti pour la reconstruction de ce qu'ils auront détruit. Cette caravane bénéficie du soutien du représentant du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La caravane Jeunesse Saine, Protège-toi de 2016 vient comme une stratégie catalytique pour contribuer efficacement à la réalisation de toutes les initiatives visant à assurer une transition de l'adolescence vers l'âge adulte en toute sécurité. Débutée le 25 juin dernier, la caravane Jeunesse Saine Protège-toi prendra fin en octobre prochain. Elle va se dérouler dans les districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre santé, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase expérimentale de la couverture maladie universelle, les étudiants de l'UFR et des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara de Bouaké viennent d'être sensibilisés. C'était au cours d'une conférence publique autour du thème « La couverture maladie universelle et les prestations de soins ». Maria Koubi Abdul Kader Segodogo, RTI Bouaké. Lancée le 30 décembre 2014 par le président de la République Alassane Ouattara, la couverture maladie universelle se concrétise. À cet effet, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Une journée marquée par une conférence publique autour du thème « La couverture maladie universelle et les prestations de soins ». Conférence prononcée par le directeur général de la CNAM. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'information dont l'objectif est de sensibiliser et d'enrôler 150 000 étudiants des établissements supérieurs publics et privés de Côte d'Ivoire. À la faveur de la phase expérimentale, l'accent sera mis sur les étudiants. Je pense que ce serait bon que je commence par ici, pour m'entretenir avec les étudiants, leur faire comprendre les enjeux, mais aussi m'enquérir de leurs différentes préoccupations, booster aussi l'enrôlement. Ce serait bon qu'on puisse avoir un grand nombre d'étudiants enrôlés pour pouvoir lancer convenablement la phase expérimentale. Les étudiants se réjouissent d'une telle initiative qui leur permettra de bénéficier du droit à la santé. La couverture maladie universelle est une bonne chose parce qu'elle permet aux étudiants de pouvoir bénéficier des soins de santé à moins de coûts. Des kits mobiles ont été installés au sein de l'université afin de permettre aux étudiants de se faire enrôler à la couverture maladie universelle. À ce titre, ces étudiants bénéficieront de 6 mois de cotisation assurée par l'État de Côte d'Ivoire à partir de janvier 2017, date du début de la phase expérimentale de ce projet.
Le Centre international de développement et de recherche CIDR a signé un partenariat avec la commune de Bouaké et la direction régionale de la santé de Gbeke. Fruit de ce partenariat, un projet dénommé Politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé primaire. Découvrons ce projet avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Bobo, village de près de 1000 âmes dans la commune de Bouaké. Les agents du Centre international de développement et de recherche CIDR y ont passé une demi-journée. La présence de ceux-ci rentre dans le cadre des activités du projet Politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé. Projet né du partenariat CIDR, commune de Bouaké et direction régionale de la santé de Gbeke, avec l'appui financier de l'Union européenne. Les activités du projet portent sur l'information et la sensibilisation des populations en vue d'une fréquentation plus accrue des centres de santé. Comme les femmes enceintes ne viennent pas vers le centre de santé décide d'aller vers la population pour rattraper les quelques femmes qui ne vont pas vers le centre de santé. J'ai retenu que la vaccination est bien pour les enfants. Il faut faire vacciner les enfants pour que les enfants soient en bonne santé. La commune de Bouaké compte 10 centres de santé après la circonscription sanitaire du centre de santé de Air France 3. L'après-midi, l'équipe des agents du CIDR a également sensibilisé la population de la circonscription sanitaire du centre de santé de Broukro. Elle est tout à fait autre chose à présent. Un atelier de renforcement de capacité des opérateurs de la filière bois et des PME du secteur vient de se tenir. Objectif, améliorer la gestion de l'exploitation forestière et assainir le secteur ici en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. La dégradation des écosystèmes forestiers de la Côte d'Ivoire est préoccupante. Pour faire face à cette situation, depuis juin 2013, dans le cadre du processus FLEG qui vise à lutter contre l'exploitation illégale des forêts, la Côte d'Ivoire a négocié un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne. Ces accords bilatéraux visent à garantir la légalité du bois exporté. C'est le but de cet atelier qui a pour objectif d'informer les acteurs nationaux de bois et les PME sur les réformes. On sait tous que le couvert forestier aujourd'hui a subi une grosse réduction depuis environ 40 ans. C'est le moment d'agir tous ensemble. Et la FAO, l'Union européenne, appuie l'État des Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts, les secteurs privés et aussi la société civile ivoirienne pour faire en sorte que la question forestière devienne une priorité de l'État. Promulgué en 2014, le nouveau code forestier a mis l'accent sur les questions de durabilité et de réduction des pressions sur les forêts naturelles. Je sais que le bois participe à 40-50% d'un bâtiment, alors qu'on a le projet des logements sociaux, dont on parle de qu'on appelle un Ivoirien, un toit. Et si nous laissons tout partir, c'est un danger. Les exploitateurs au niveau du bois, ceux-là aussi seront formés sur le RBE, qui est le règlement bois de l'Union européenne, et aussi pour les rendre compétitifs pour acquérir des marchés. La réforme de l'exploitation forestière vise à améliorer et valoriser la ressource ligneuse et réhabiliter le domaine forestier. La Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire a tenu à Korogo sa deuxième assemblée générale. Au cours de cette rencontre, les délégués des unions de sociétés coopératives de la filière cotonnière du pays ont dressé le bilan de leurs activités et présenté le nouveau plan stratégique de développement du coton sur la période 2015-2020. Jean-Luc Gbangbo. L'un des défis majeurs de la Fédération de production de coton de Côte d'Ivoire, FPC-CI, c'est de maintenir à la hausse la production nationale. De 450 000 tonnes en 2015, la production cotonnière ivoirienne est passée à 310 000 tonnes en 2016, soit une baisse de 31%. Les 5 sociétés coopératives qui composent la fédération se sont ainsi dotées d'un plan stratégique de développement. Son objectif, assurer la professionnalisation des sociétés coopératives et des activités de production de coton en Côte d'Ivoire. Pour la période 2016-2020, ce sont au total 11 projets qui ont été retenus pour une valeur totale de 2,6 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ces projets va permettre le développement de la filière coton. Ce plan s'inscrit dans le cadre du Programme national d'investissement agricole, PNIA, lui-même aligné sur le Programme national de développement de la Côte d'Ivoire, PND.
Nous vous le disions dans nos titres, les électeurs sud-africains attendent ce jeudi les résultats définitifs des élections municipales de la veille, un scrutin où le parti au pouvoir, l'ANC, selon les premiers résultats, a perdu plusieurs grandes villes du pays, mais dans les provinces, ce parti politique est toujours en tête. Wilfried Hermann-Guivet. Environ 26 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes depuis ce mercredi pour renouveler le mandat des maires et conseillers municipaux. Dans ce bureau de vote de Johannesburg, de longues files d'attente. Encre indélébile, le pouce marqué au feutre, ces habitants du township d'Alexandra sont venus accomplir leur devoir citoyen. Une journée de vote qui s'est déroulée dans l'ensemble dans le calme. La police a annoncé avoir renforcé son dispositif de sécurité. Le pays attend désormais les résultats de ces municipales. Selon certains sondages, le parti du président Jacob Zuma, l'ANC, l'African National Congress, serait concurrencé par l'EFF, le parti de l'opposant Julius Malema. C'est dans un climat de scandale et de corruption multiples que se tiennent ces élections municipales. Les candidats présentés par la liste de l'ANC pourraient faire les frais d'un certain mécontentement généralisé des Sud-Africains. Plusieurs promesses des élus de l'ANC n'ayant pas été réalisées, des élections municipales qui pourraient avoir valeur de sanction pour l'ANC. Nous avons terminé avec cette information. Une Américaine a été tuée et 5 personnes ont été blessées hier mercredi soir dans une attaque au couteau dans le centre de Londres. L'auteur de l'attaque, un jeune homme, un Norvégien d'origine somalienne de 19 ans. Il souffrirait de problèmes mentaux selon la police. Il a toutefois été arrêté peu après les faits. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.